Bonjour et bienvenue sur Ping, un podcast sur le leadership conscient. Et aujourd'hui, on fait un épisode un peu particulier puisque je reçois Olivier Hamon, qui est biologiste. Alors vous allez me dire, mais quelle est la référence entre la biologie et le leadership? Et ben, c'est ce qu'on va voir juste maintenant. On va parler de performance, on va parler de résilience, on va parler de robustesse. Olivier, il est chercheur, il est professeur à Normal Sup à Lyon. Comment ça va, Olivier? Tout va bien, tout va bien. Merci de m'inviter. Eh ben, je suis ravi de t'avoir. En quoi l'injonction à la performance définit pour toi une période qui est en train de s'éteindre? Alors, c'est une grande question. La performance, en fait, on voit que c'est une période qui s'éteint au délire performant. En fait, c'est peut-être ça le meilleur signe. Les ultra performants ont des projets totalement délirants. Donc c'est de tout, hein. C'est-à-dire remplacer toutes les voitures par des voitures électriques, par exemple. Bon, on sait qu'on peut pas le faire, hein. Il n'y a pas assez de lithium pour remplacer toutes les voitures. Aller sur Mars, une planète morte. Enfin, il y a vraiment des tas d'exemples comme ça où on se rend bien compte qu'on arrive au bout de quelque chose, quoi. Et en fait, cette performance, on va peut-être la définir quand même. La performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. En fait, on se rend compte que ce monde-là, en fait, est en train d'arriver à une impasse, quoi. Et pour toi, en quoi ça serait... Enfin, toi, tu décris ça comme de l'absurde. Hmm. En quoi c'est absurde? Enfin, il y a la planète morte Mars, ça c'est absurde, ça on voit bien en quoi c'est absurde. Voilà, c'est absurde. C'est vrai que, bon, alors, en même temps, il ne faut pas que je dise que la performance, c'est n'importe quoi. La performance, c'est utile. Un pompier qui va au feu, il doit être performant. Il doit être efficace, il doit être efficient. Donc, c'est pas pour condamner la performance. On arrive à la fin du culte de la performance, de penser que la performance est toujours positive. Et en fait, non, la performance, ça fait du burn-out, par exemple. Du burn-out des humains, du burn-out des écosystèmes. Et là, on arrive un peu au bout de ça, quand même. C'est qu'en fait, on arrive à un moment où la performance devient contre-productive. C'est quoi le lien entre la biologie et l'entreprise? Parce que c'est vrai que j'ai dit ça en introduction et ça peut sembler étrange de se dire en quoi un biologiste peut nous aider à comprendre comment gérer une entreprise. A priori, ça n'a pas de lien. Oui, alors ça n'a pas de lien parce que, enfin, ça n'avait pas de lien jusque-là parce que on a vécu un moment de stabilité. En fait, on a eu accès à des ressources abondantes, du charbon, du pétrole, et le rôle de l'entreprise et de l'économie finalement, c'était de gérer l'abondance de ressources. Bon, ces ressources, non seulement elles deviennent de plus en plus rares, mais elles sont aussi de plus en plus polluantes et de moins en moins acceptables. Donc on rentre dans un monde où il y a de moins en moins de ressources et en plus de plus en plus de fluctuations causées par les pollutions, par le changement climatique et tout ça. Donc en fait, le rapprochement avec la biologie, c'est qu'en fait, les entreprises vont devoir se comporter un peu comme des êtres vivants qui vivent dans un monde instable. Et du coup, elles vont devoir apprendre de ce que font les êtres vivants dans un monde fluctuant en polycrise, quoi. Je pourrais le dire comme ça. Et ça, c'est nouveau. Mais nous, on est des êtres vivants. Enfin, Oui, c'est vrai. on fait partie du vivant. Et pourtant, on est des êtres vivants, on est des vivants, enfin, on fait partie du vivant, a priori, hein, ou Oui, alors il y oui. a un truc que j'ai raté. Euh, et du coup, ça peut sembler un peu étrange ce que tu dis pour des personnes qui nous écoutent. Oui, mais en fait, c'est incroyable, c'est qu'en effet, c'est tout à fait vrai, on est des êtres vivants, mais actuellement, on est encore dans le culte de la performance, hein, délirant, et en fait, notre modèle, c'est le robot, c'est la machine. On dit souvent les expressions, faut changer de logiciel, on est en mode stand-by, toutes ces Faut ouvrir expressions. la machine. Voilà, exactement. Et même l'obsession pour l'intelligence artificielle, finalement, c'est l'obsession pour le calcul. En fait, on veut calculer encore plus vite qu'un être humain. Donc, en fait, on est dans un moment où on est fasciné par les machines qui sont vraiment l'emblème de l'objet performant. Et donc, en fait, on choisit de ne pas être vivant. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que aujourd'hui, on est fasciné par les objets mécaniques, automatiques, intelligence artificielle et compagnie, alors que justement, on arrive au moment où il faudrait plutôt s'inspirer du vivant parce qu'on va devoir faire face à des fluctuations très fortes. Donc c'est ça l'enjeu, hein. En gros, il ne faut pas tomber dans le... Parce que je ne veux pas dire il ne faut pas, mais on est en train de tomber dans le piège performant. C'est qu'à court terme, on a l'impression que ça marche, on va plus vite, même qu'on va résoudre nos problèmes écologiques, sociaux, en étant de plus en plus performants. En fait, quand on fait ça, on s'enferme encore plus dans une voie étroite, et là, ça devient encore plus compliqué pour en sortir après.
D'ailleurs, tu dis que la croissance, ça donne l'illusion de l'abondance, alors qu'en fait, ça crée la pénurie. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ah oui, très clairement. En fait, l'idéologie de la croissance, c'est en fait l'idée que la nature est infinie, quoi, Mhm. que les ressources sont illimitées. Donc si c'était le cas, oui, la croissance, ça marcherait. Hein. C'est qu'en fait, on pourrait y aller, quoi. Hein. Comme un parasite qui arrive dans une abondance de ressources, ça marche très bien. Sauf que c'est pas le cas. Thermodynamiquement, la Terre, c'est un objet fermé. Hein, finalement, il y a que le Soleil qui a un flux entrant, mais tout le reste, c'est en cycle fermé. Donc, il va falloir bien réaliser que d'un point de vue thermodynamique, il va falloir faire avec un modèle économique qui devient circulaire, quoi, finalement, hein, où on peut pas être comme ça dans la croissance perpétuelle. Ben, donc, en fait, c'est ça si on reste sur la croissance, en fait, on épuise des ressources. Donc, c'est pour ça que c'est fini. En quoi, enfin, tu disais tout à l'heure, il faut qu'on prenne exemple sur la nature. Comment ça fonctionne la nature? Aujourd'hui, tu dis la nature, elle est profondément résiliente, elle n'est pas dans la performance. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Parce qu'on a l'impression justement que quand on fait du biomimétisme, on s'inspire de la nature, par exemple, pour être encore plus performant. Ouais. Typiquement, je sais pas, le velcro. Enfin, il y a tellement d'exemples de biomimétisme, mais le velcro, c'est le premier qui me vient en tête. Ouais, Euh, ouais. Non, il y a donc, on plein s'inspire de la nature et du vivant pour fonctionner et faire de l'innovation. Donc, en quoi euh, le vivant nous donnerait un exemple de ce qu'est la résilience? Alors en fait, en effet, dans le vivant, il y a des moments de performance. Bah, je parlais du parasite tout à l'heure, voilà, c'est un exemple de performance très forte. Le velcro, les écailles de requin avec un hydrodynamisme incroyable, la crevette pistolet qui peut faire monter l'eau à 4000 degrés instantanément. Enfin, il y a vraiment des tas d'exemples comme ça, des moments de performance chez le vivant. Mais en fait, c'est là où il faut pas se tromper, c'est le vivant a des moments de performance, mais le reste du temps, il est robuste. Il fait pas de la performance. En fait, il va plutôt gérer les fluctuations du monde. Et en fait, pour ajouter des marges de manœuvre pour faire face à ces fluctuations, en fait, il réduit sa performance. En fait, les êtres vivants arrêtent pas de jouer sur le seuil, quoi, entre augmenter la performance, baisser la performance, et donc augmenter la robustesse, baisser la robustesse. En fait, il y a toujours cet équilibre en permanence. Donc, si on veut s'inspirer du vivant, quand on fait le choix d'un certain type de biomimétisme de n'extraire que les parties très performantes du vivant, en fait, ça dit énormément de nous, les humains, de notre obsession pour la performance. Ça ne dit rien du vivant. Le vivant Hmm. n'est pas performant. Au premier ordre, hein, le vivant est robuste. Et il est robuste parce qu'il n'est pas performant. Et c'est ça qui est plus intéressant. Quand je pitchais la discussion qu'on allait avoir et que je pitch le livre que tu as sorti au Tract, que j'ai lu avec grand plaisir, je dis en fait, regarde une feuille, un arbre, pour expliquer le concept, il n'est pas hyper performant. En fait, il va capturer, je ne sais plus exactement quel est le pourcentage, je pense que c'est 10% du soleil, Même ou moins, c'est hein, même c'est pas 10% 1%, aussi. 1 à 2%. 1%, bah voilà. 1 à 2% du soleil qu'il reçoit. Et heureusement, parce que s'il avait besoin de 50, 70% du soleil, s'il était hyper performant, dès que les conditions météo changent, Voilà, bah, il crève, ça marche pas. exactement. Et en fait, la réalité, c'est que comme on rentre effectivement nous-mêmes dans une période qui va être très fluctuante, très non maîtrisée, en fait, si on est dans un système hyper optimisé, comme si on avait besoin de 50-60% du chiffre d'affaires pour vivre, et ben en fait, ça fonctionne pas. Il va falloir réussir. C'est comme ça que je l'explique. Je sais pas si c'est la bonne manière de le faire, mais Ouais, ouais, carrément, carrément. En fait, faut imaginer on peut toujours identifier un optimum théorique pour n'importe quelle situation. Et ben, les êtres vivants ne suivent jamais l'optimum. Ils sont bien en dessous de l'optimum pour garder des marges de manœuvre en cas de fluctuation imprévisible. Et en fait, l'arbre, c'est un super exemple pour ça, alors pour la photosynthèse, mais pour tout le reste. Regardez le nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre. Enfin, en fait, c'est dingue, quoi. C'est très redondant. Les branches, on ne sait jamais trop bien où elles vont pousser, quoi. Donc c'est un peu aléatoire, hein, l'architecture. En fait, il y a beaucoup d'hétérogénéité, il y a beaucoup de stock aussi. Hein. C'est pas du tout du zéro stock, c'est pas du flux tendu non plus. Enfin, en fait, c'est tout le contraire hein, du catéchisme performant qu'on a enseigné dans les écoles de commerce et de management. Donc quand on regarde un arbre, en fait, c'est un contre-modèle finalement. Sauf que cet arbre, il peut passer les siècles. Donc ça veut dire qu'il est capable de gérer des fluctuations assez importantes hein, quand même, hein, des tempêtes, des inondations et tout ça, quoi. Donc là, on a des leçons. est-ce que c'est aussi le cas pour le corps humain? Parce Ouais. que typiquement, la température, enfin, je sais pas, il y a énormément de choses parce on fait partie du vivant, donc. Mhm. Je reviens. Moi, j'aime beaucoup reprendre l'exemple du corps humain, Ouais. en particulier pour la température. Tu sais, de dire sur un système, 3 degrés, c'est énorme parce que si tu passes de 37 à 40 degrés, Mhm. donc 3 degrés,
en fait, au bout d'une semaine, t'es mort, hein, en réalité. Donc 3 degrés, ça fait beaucoup. De la même manière, pour l'organisation, j'aime bien parler des systèmes organiques, c'est-à-dire que 80% de l'information, elle va du corps au cerveau, pas l'inverse. Que le cerveau, il donne une direction, mais que c'est pas lui qui décide de tout. Heureusement, on réfléchit pas à transpirer, à digérer, à faire tout ce que à déglutir. Enfin, voilà, on n'a pas besoin de réfléchir pour faire ça. C'est le corps qui décide par lui-même, heureusement. Donc, j'aime bien parler d'organisation organique. En quoi le corps humain peut être un bon exemple de ce que tu es en train de nous expliquer sur la performance? Il y a alors déjà le fait qu'on peut se l'approprier facilement, parce qu'on connaît à peu près son corps, quoi. Et aussi parce qu'en effet, ça échappe pas à la règle. En fait, par exemple, une main, c'est pas du tout optimisé, une main. Parce qu'en fait, avec une main, on peut tourner un tournevis, voilà, on peut faire des signes, on peut se laver, enfin, on peut faire des tas de choses. Donc, en fait, c'est typiquement l'objet polyvalent, qui n'est pas très performant. Parce que, en fait, s'il était très performant, il aurait un objectif et il atteindrait cet objectif avec le moins de moyens possible. En fait, c'est un objet, un organe qui a plein d'objectifs, si on veut. En fait, qu'il n'y en a pas vraiment, en fait. Il y en a tellement qu'il n'y en a plus, quoi. Et qui gâche énormément d'énergie tout le temps, en fait. Parce que, justement, il doit être capable de s'adapter. Donc ça, c'est pour la main, mais on peut trouver des tas d'autres exemples. Dans notre intestin et ailleurs, d'ailleurs, on a des bactéries, par exemple. On est des écosystèmes ambulants qui en fait vont nous aider à notre immunité. Donc on est une hétérogénéité forte, on est une espèce, pluriespèce en fait. On n'est pas un individu. Il y a aussi dans le corps humain, il y a des tas d'organes qui ne servent à rien. Le dernier orteil, les dents de sagesse, l'appendice, les muscles derrière les oreilles, tout ça, ça sert à rien. Ça, pour un biologiste, c'est le laboratoire de l'évolution. Justement parce que ça ne sert à rien, peut-être que dans des millions d'années, ces organes-là, ils vont devenir essentiels, quoi, pour la vie d'un post-humain, quoi. Donc en fait, tout ça, c'est des contre-performances, quoi. Un des exemples que je prends sur le corps humain, et peut-être que j'ai tort, c'est de parler de la température ambiante en disant le corps, il est sans doute optimisé pour être à 25 degrés, je sais pas. Je sais pas si c'est le cas d'ailleurs, et il fonctionne évidemment s'il fait 35 et il fonctionne s'il fait 15. Mais il est optimisé pour 25. Donc en fait, il y a vraiment une plage d'optimisation, mais heureusement, il ne fonctionne pas que à 25 degrés, parce que si la température changeait, on serait plus capable de fonctionner non plus, quoi. Exactement, Est-ce que c'est un bon exemple ou... Ouais, on est capable de gérer une grosse fluctuation. Alors notre température physiologique, c'est plus près de 18 degrés a priori. C'est vrai qu'à 18, on a plutôt, enfin ça va, hein, on est plutôt frais que chaud. Ouais. Mais en effet, donc il y a une température où en fait on n'a pas grand chose à faire. C'est que le corps est à peu près, voilà. Il ajoute pas grand chose, quoi. Il chauffe un peu, mais c'est tout. Mais ça veut dire qu'avec cette homéostasie interne, donc il y a une forme de robustesse interne, hein, finalement, on est capable de gérer un matin à 4 degrés et puis une après-midi à 40 degrés, quoi. Ça, c'est possible. On peut gérer ça. Ça, c'est grâce à la robustesse du corps humain. On est capable de gérer des grosses fluctuations, même dans une journée. Qu'est-ce que tu as pensé du bouquin de Nicolas Nassim Taleb qui s'appelle Antifragile, qui est sorti en 2012? Je pense que ça fait 12 ans, si je me trompe pas trop. Ouais, ça fait un petit moment, ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, ouais. Vas-y. Oui, en fait, ça permet de faire un petit point de sémantique, justement, parce qu'entre antifragile, résilience et robustesse, il y a des différences. Alors, le bouquin, donc moi je trouve c'était bien justement de dire, voilà, l'exemple typique, hein, c'est quand on se casse un os, il va se réparer et puis après il va être plus costaud, quoi. Donc ça, c'est antifragile au sens littéral du terme, on s'est cassé, mais on a remonté la pente et en fait on est encore plus fort après. Mais en fait, cette antifragilité, c'est un petit peu le même problème que la résilience. En fait, ça peut être très mal interprété. En fait, ça peut être dévoyé. C'est qu'en fait, quand on parle de résilience, donc la résilience, c'est on tombe et on se relève, et l'antifragilité, c'est on tombe et on se relève encore plus haut. Donc ça, en effet, il y a plein d'exemples d'êtres vivants où c'est ça qui se passe. Le problème, c'est que quand on le généralise à tout le monde socio-économique, dans un monde drogué à la performance, ça devient une incitation à tomber pour se relever. Et en fait, on ne va parler que de ceux qui se sont relevés et qui sont encore plus forts, quoi. Donc les antifragiles, les résilients. On oublie tous ceux qui sont tombés et qui sont restés en bas, quoi. La robustesse, c'est vraiment différent, hein. Donc si la résilience, c'est une courbe comme ça, là où on revient, enfin on tombe et on se relève, la robustesse, c'est plutôt l'écart. On élargit les bornes pour autoriser n'importe quelle trajectoire. Donc c'est vraiment autre chose, hein. D'accord, donc la robustesse, c'est pas comme l'antifragilité. Non, en fait, pour être antifragile et pour que ça marche, il faut d'abord être robuste. C'est qu'en fait, il faut avoir augmenté les marges de manœuvre. Et donc, si on tombe, on est sûr de se relever. Et voire même d'être plus fort après. Si on commence par l'antifragilité, en fait, on va tomber et on n'est pas sûr de se relever, quoi. Alors, du coup, comme c'est un podcast sur le leadership quand même, qu'est-ce que les leaders qui nous écoutent, les personnes qui sont en position de management dans des entreprises peuvent apprendre de la discussion qu'on est en train d'avoir? Qu'est-ce que ça veut dire
pour une entreprise de travailler sa robustesse et donc de... Parce qu'en fait, la performance, le truc, c'est que je pense que la première pensée que les gens vont se dire, ils vont se dire, bah, il est super sympa, Olivier, Greg aussi, très sympa. Mais le problème, c'est qu'on vit dans un monde économique drogué à la performance financière. Moi, on me demande des résultats tous les trimestres, voire tous les mois. Je vois pas très bien comment je vais intégrer cette notion de robustesse dans mon organisation. Ouais, bien sûr. Alors en fait, c'est un changement culturel, hein. En fait, ce qui nous arrive là, c'est pas du tout une révolution technique ou voilà, c'est une révolution culturelle. En fait, la première chose à faire avant de rentrer dans les méthodes de robustesse, les outils, etc., c'est la première chose à comprendre, c'est que si on lit les rapports scientifiques du GIEC, de l'IPBES, de la CIA, de l'OCDE, du Forum économique mondial, ils disent tous la même chose, le monde va devenir très fluctuant. On est en train de quitter le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart type. Et donc, quand on est un leader, ça change tout. Parce que pendant très longtemps, en fait, on pouvait faire des trajectoires, on pouvait prévoir la suite. Là, notre seule certitude, c'est le maintien et l'amplification de l'incertitude. Donc, on fait plus du tout la même chose. Quand ça devient très incertain, on fait plus de la performance. Parce que la performance, c'est s'enferrer dans une voie étroite, efficacité, efficience. Donc, en fait, on fait plutôt de la robustesse. En fait, c'est la réponse opérationnelle. Dans un monde fluctuant, il faut être robuste. En fait, c'est la première réponse. Si on n'est pas robuste, on tombe, hein. Donc, il faut être robuste. Et quand on regarde les êtres vivants, hein, et d'autres, en fait, pour être robuste, il faut aller contre la performance. Et donc, c'est là qu'il y a une révolution culturelle à voir. En fait, je vais le dire en une phrase. La rentabilité d'une entreprise, dans un monde stable, elle est corrélée à la performance. La rentabilité corrèle à la performance dans un monde stable. Dans un monde instable, la rentabilité d'une entreprise corrèle avec la robustesse. Parce que les plus performants, ce sont les plus fragiles. C'est eux qui vont tomber en premier. Et ce sont les robustes qui auront un avantage compétitif. Donc ça, c'est la première chose. Pour une entreprise, c'est de réaliser que le monde fluctuant, c'est pas juste un rapport du GIEC, c'est pas un truc distant. Ça arrive. C'est les méga inondations, les méga feux, les méga tempêtes, les remous sociaux, les crises géopolitiques, etc., quoi. Donc dans ce monde-là, on fait de la robustesse. Donc après, on peut discuter dans l'entreprise des méthodes, mais c'est la première chose, quoi. C'est de réaliser ça. On va en parler. D'ailleurs, je te disais, parce que moi, évidemment, je suis très aligné avec ce que tu dis, et j'en ai même créé un concept, c'est même le nom de l'organisation que j'ai créé, qui s'appelle Ridge-ship. Le Ridge, en fait, c'est la ligne de crête en anglais. Donc, Ridge-ship, c'est pour moi, l'enjeu pour les entreprises demain, c'est de garder cette ligne de crête entre performance financière, qui est quand même nécessaire pour une entreprise. Il faut pas non plus, on va pas l'acheter à la poubelle, et de l'autre côté, la robustesse. Comment je fais en sorte de rester sur cette ligne de crête en tant que leader entre performance financière et robustesse. Et effectivement, donc moi j'appelle ça le Ridge-ship, donc c'est vraiment cette ligne de crête pour les entreprises. Et donc la question nécessairement après, c'est ok, qu'est-ce qu'on peut apprendre du vivant quand on est un manager, un leader d'entreprise, un CEO, peu importe, qu'on puisse appliquer directement dans une entreprise. Comment on fait pour renforcer la robustesse sans que l'entreprise coule en réalité? Ouais, bien sûr. Alors, la première chose à réaliser, c'est qu'on peut pas être très robuste et très performant. Voilà, c'est deux valeurs qui Oui, s'opposent. c'est Donc, vraiment... voilà, c'est vraiment la ligne de crête, hein, exactement. Donc, en fait, c'est un vrai choix. Si on augmente sa robustesse, forcément, on va baisser sa performance. Mais encore une fois, hein, c'est pas nécessairement pour ça qu'on va baisser en rentabilité, hein. Dans un monde futur, on va plutôt augmenter sa rentabilité, hein. Enfin, faut bien Alors ça, j'ai dissocier. bien que tu m'expliques quand même cette En histoire fait, de comment je baisse ma performance tout en augmentant ma rentabilité. alors par exemple, je prends un exemple très concret. Une boîte qui livrerait les courses du supermarché en 10 minutes, hein, genre Flink, hein, par exemple. Mhm. Ouais. Bon, bah ça, c'est une entreprise qui est hyper performante. Voilà, c'est efficace, efficient, un objectif hyper étroit, hyper efficient, avec certainement un management toxique qui va avec. Voilà, vraiment très, très Fort performant, probablement. très violent. Voilà. Bon, bah ça marche seulement s'il y a une mondialisation qui fonctionne très bien, s'il n'y a pas de remous sociaux, s'il n'y a pas une méga inondation dans le secteur. Et c'est une entreprise qui ne peut pas se permettre un grain de sable, justement parce qu'elle est à flux tendu, elle est dans le zéro stock, etc., quoi. Donc en fait, le moment où il y a un petit problème socio-économique quelconque, quoi, et ben en fait ça saute, quoi, ça casse, quoi. Donc en fait, cette entreprise-là va se planter. Et on le sait, hein, en fait, les entreprises très performantes, c'est les plus fragiles, hein, c'est celles qui vont se tromper. Et en fait, les plus robustes, qui sont peut-être un peu en dessous en termes de performance, eh ben, elles vont rester dans la durée. Et elles vont récupérer les clients qui sont partis de ces entreprises qui sont plantées.
Donc, c'est comme ça qu'elles vont augmenter leur rentabilité. Mais c'est une rentabilité solide dans la durée, quoi. On pourrait le dire comme ça. C'est stabilité malgré les fluctuations. Hein. C'est la définition de la robustesse. Hein. Stable malgré les fluctuations. Et donc, en fait, ça, c'est comme ça que ça pourrait se passer. Alors pour toi, comment je fais pour rester sur cette ligne de crête, justement ? Ouais, alors en fait, on peut faire plein de choses pour pratiquer la robustesse. Parce qu'une fois qu'on a compris que le monde fluctuait et qu'il fallait développer sa robustesse et que pour être robuste, il fallait baisser en performance, ça peut faire un peu peur. On peut se dire, mais en fait, là, je vais inverser complètement mon logiciel, pour utiliser une expression commune. Et en fait, la première chose à faire, c'est de faire un audit interne de robustesse. En gros, ça veut dire que pour son organisation, pour son entreprise, faire la liste des contre-performances de son organisation et voir en quoi elles ajoutent du jeu dans les rouages, ces contre-performances, et en quoi ça ajoute de la robustesse. Donc, un exemple typique, c'est la pause café. C'est ce que j'allais dire. Voilà, la pause café, c'est un moment non productif, non performant, enfin, on ne fait pas de la performance quand on prend le café, et pourtant, c'est un moment où on fait du lien social, du sentiment d'appartenance, et même de la sérendipité, quoi. Et il va y avoir des collisions aléatoires et des nouvelles idées qui vont sortir, et ça, c'est de la robustesse. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans une entreprise, et alors, il y en a plein, ça veut dire la sieste, ouais, par exemple, exactement. Enfin, se reposer. Typiquement, voilà, les entreprises qui sont plutôt dans le design, dans l'événementiel, enfin, qui ont besoin de créatifs, il faut absolument que les gens partent en sabbatique. Un an, pour vraiment s'ouvrir l'esprit, faire des siestes, etc. Parce qu'en fait, ils vont revenir avec plein d'idées. Et si c'est ça leur cœur de métier, il faut être créatif. Si on est dans le flux tendu, il y a un moment, on n'a plus d'idées. Donc, il faut vraiment se reposer. Ça, c'est typiquement de la non-performance au service de la robustesse de l'entreprise sur le temps long. Mais il y a plein d'autres exemples. Le banc de touche, avoir dans l'entreprise des personnes qui sont moins performantes que les autres, on pourrait se dire, dans le monde de la performance, on va les virer, quoi. On va tout faire pour qu'elles partent. Non, en fait, au contraire, dans le monde fluctuant, il faut avoir différents niveaux de performance, parce que c'est peut-être que ce sont des personnes qui écoutent mieux leur corps et qui sont capables de maintenir un certain niveau de performance, alors peut-être pas le top de la performance, mais un certain niveau de performance. Et puis le jour où il y a un coup de bourre, elles sont là. Et ça rassure tout le monde. Parce que si elles sont pas là, alors là, c'est la crise. Le jour où les performants tombent en burn-out. Exactement. Exactement. Et donc, en fait, on a beaucoup à apprendre des personnes qui sont moins performantes parce que quelque part, elles ont compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Enfin, il faut vraiment penser à l'envers. C'est comme ce que dit Cynthia Fleury sur les vulnérables, en fait. Alors, je vais prendre un exemple caricatural, mais quelqu'un qui est dans la rue depuis des années, soit on peut s'apitoyer sur son sort, soit on peut se dire, mais cette personne-là est toujours là. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette personne qui a traversé des fluctuations aussi énormes? Alors, c'est un cas extrême. Je ne dis pas que c'est un modèle. Je ne dis pas qu'il faut tous construire la pénurie, etc. Mais par contre, ils ont aussi appris des choses. Et on va, nous aussi, apprendre de tous ces accidents de la vie. Alors, si on est robuste, on est capable d'en faire quelque chose, quoi. C'est là où la résilience devient positive. C'est hyper intéressant. Moi, je l'ai approché en me disant, finalement, pour rester sur cette ligne de crête, il y a deux choses. Il y a un processus que moi j'ai vu dans toutes les personnes que j'ai interviewées sur cette dernière année, que ce soit des leaders ou des soft leaders, tu vois, des intellectuels. C'est de comprendre le monde dans lequel tu vis, de vraiment comprendre justement les fluctuations auxquelles tu fais référence, de pas juste savoir, mais vraiment d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, de deux, déconstruire tes croyances, de 3, faire une introspection profonde pour savoir mais qu'est-ce que tu veux profondément, qu'est-ce que tu veux laisser à cette société, qu'est-ce que tu veux laisser à ton entreprise, et ensuite de transformer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est de prendre soin des collaborateurs, de faire de l'engagement collaborateur. Et j'aimerais savoir si ça fait du sens pour un biologiste de se dire, en fait, il faut prendre soin de toutes les parties de l'organisation. Oui, en fait, il y a alors même d'ailleurs, moi j'appellerais ça plutôt des coopérateurs, justement, pour éviter le problème. C'est qu'en fait, si on a des coopérateurs, en fait, ça veut dire que l'objectif commun l'emporte sur les objectifs individuels. Et donc, ça veut dire que dans une coopération, en fait, parfois, il faut aller contre son objectif individuel. Alors que dans une collaboration, en fait, on espère que la somme des succès individuels fait un succès collectif. Sauf que, en fait, non, quoi. Mais alors, dans la nature, ça prend quelle forme, ça, par exemple? Par exemple, les cellules de notre corps, elles coopèrent. Elles ne collaborent pas. Parce que si nos cellules de notre corps collaboraient, ça veut dire qu'elles collaboraient entre elles contre quelque chose d'autre. C'est le gagnant-gagnant où il y a toujours quelqu'un qui perd, la collaboration. Alors qu'en fait, nos cellules coopèrent vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, il y a de la mort cellulaire programmée, quoi. Donc, il y a des cellules qui vont même se suicider. Alors, c'est le cas extrême. C'est là où la biologie, on va s'arrêter avec l'analogie avec le vivant. Mais dans notre corps... On va pas emmener les salariés à se suicider, a priori. Exactement. C'est là c'est arrivé, on a eu des problèmes. Oui, ça, on va éviter ça. Mais par contre, en termes le message, c'est que ça va jusque-là dans le vivant. C'est-à-dire que pour qu'un organe fonctionne, il faut qu'il y ait des cellules qui meurent.
Donc en fait, elles font une contre-performance individuelle pour maintenir l'homéostasie, la robustesse du groupe, quoi. Pour aller dans le sens de ce que tu dis, je vais raconter une histoire. Tu vas me dire si elle est vraie ou pas, parce que tu connais mieux le sujet que moi, pardon. Mhm. Euh, Chez les mammifères, admettons les lions par exemple, s'ils se Ouais. rendent compte à un moment donné qu'il n'y a pas assez de proies, qu'ils se sont pas assez reproduits, ils vont se mettre en diète. Enfin, ils vont carrément avoir grave la dalle parce ils vont laisser les proies se reproduire. Ils vont laisser le temps aux proies de se reproduire parce qu'ils savent que s'ils les exterminent, bah, du coup, il n'y en aura plus du tout. Et du coup, ils ont cette logique et j'imagine qu'il y a des animaux qui meurent comme ça, forcément. Euh, et nous, par exemple, en tant qu'humains, c'est vrai qu'avec cette idée de croissance infinie, on a complètement oublié cette logique. On a du mal à s'arrêter. Il y a aussi cet exemple des c'est pas les mythes, comment s'appellent les animaux dans les arbres qui mangent le Ah, bois. oui, oui, oui. Je sais Ça pas a très été bien. prouvé par un chercheur qui s'est dit, mais en fait, c'est pas les mythes, j'ai plus Les scolytes. Les c'est pas les scolytes. squelettes non plus que je cherchais, mais enfin bref. En fait, à un moment donné, quand le bois devient trop fragile, elles s'arrêtent Ah oui. et elles partent. Ouais, ouais. Et c'est Ouais. étonnant parce qu'en fait, il y a aucun arbre qui s'effondre. Hmm. Et tu te dis, bah, comment c'est possible en fait? Pourquoi? Et en fait, c'est parce elles envoient des ondes et ce qui leur permet de savoir la solidité du bois. Et en fait, quand elles se rendent compte que le bois est trop fragile, elles s'en vont. Hmm. Et c'est intéressant parce que nous, en tant qu'humains, c'est comme si on avait perdu cette habilité, alors qu'en fait, c'est profondément dans notre nature de s'auto-raisonner en réalité. Ouais, en fait, on l'a, hein, un Oui. exemple moins dramatique, c'est l'exemple du TGV. Donc, quand on est dans un train, enfin, avec une durée un petit peu longue, quand tout va bien, tout le monde est dans son écran, hein. Enfin, c'est grosso modo, c'est un grand Ou un bureau. livre, idéalement. Ouais, ou un livre, voilà. Mais en général, on est quand même dans son silo, quoi. Et puis, il suffit que le train s'arrête en pleine voie, on ne sait pas trop pourquoi, et puis ça dure un peu. Bah là, les gens commencent à se regarder et commencent à échanger, quoi. Bah ça, c'est l'exemple typique d'une coopération. En fait, on va contre sa performance individuelle pour commencer à s'ouvrir aux autres, quoi. Donc, en fait, on est très Mmh. bien câblé, hein, pour le faire, hein. En fait, on le fait tout le temps. C'est juste qu'en fait, dans un monde qui est drogué à la performance, parce qu'on est dans l'illusion de l'abondance matérielle, juste parce qu'on a encore du pétrole, on a encore du charbon, on a encore des métaux qu'on extrait. Alors, en fait, quand on est dans l'extractivisme, c'est ça qui fait qu'on ne coopère plus. Parce qu'en fait, on Mmh. pense qu'on peut épuiser les ressources. Et en fait, les êtres vivants font pareil, hein. Quand on leur donne plein de ressources, ils se comportent comme des parasites, comme nous. Et en fait, ils deviennent extractivistes aussi. Quand ils sont dans un milieu fluctuant, où il y a des pénuries chroniques de ressources, ils coopèrent. Et donc, c'est pour ça qu'un corps humain, les cellules du corps humain coopèrent. Parce qu'en fait, on ne mange pas tout le temps, il n'y a pas une perfusion en permanence, ouais, ça fluctue, quoi. C'est hyper intéressant cette logique de coopération, comment tu l'as appelé? C'est pas des collaborateurs, c'est des Coopérateurs, du coup. Ouais. Juste coopérateurs, oui, c'est ça. coopérateurs. Des Ouais. coopérateurs, parce qu'en fait, ils travaillent ensemble. Mais comment tu fais dans une société hyper individualiste pour faire comprendre aux collaborateurs qu'en fait, ils doivent pas poursuivre leur intérêt propre, mais un intérêt commun. Ah bah, faut créer du désir, hein. En fait, si on dit on va suivre un objectif commun et tout va bien se passer, dans un monde qui est drogué à la performance et à l'individualisme, ça va pas marcher, hein. Enfin, faut pas rêver, hein, on est d'accord, hein. Donc en fait, faut créer du désir ailleurs. Et alors, c'est là où la robustesse est intéressante, c'est que la robustesse, en fait, ça répond à une pulsion humaine profonde. C'est celle de durer et de transmettre. Ça, tous les humains et en fait tous les êtres vivants répondent à ça. C'est quasiment une pulsion vitale, quoi, hein, durer et transmettre. En fait, pour durer et transmettre, dans un monde fluctuant, dès qu'on fait face aux fluctuations, on se rend bien compte qu'il faut garder des marges de manœuvre. Enfin, c'est presque comme quand on fait un avion, quoi. Un avion, un avion de ligne, hein, il utilise que 50% de ses capacités. Parce que justement, il est dans un monde fluctuant. Il y a 3 systèmes d'autopilote sur un avion de ligne qui sont tous indépendants. Donc en fait, nous-mêmes, les humains, on est capable de construire des choses robustes quand on connaît les fluctuations. C'est juste qu'on est devenu aveugle aux fluctuations, et donc en fait, on ne les voit plus. Mais on peut créer du désir avec la robustesse. En fait, ce qu'il y a de chouette avec la robustesse, c'est que c'est un peu le contraire du développement durable, hein, en fait, hein, si on veut dire les choses un peu brutalement, hein. Le développement durable, c'est dire, alors le 21e siècle sera pourri, et on vous demande de faire des efforts. Bon, bah, il n'y a personne qui répond, hein. Mm. Alors que si on dit oui, ça va tanguer très fort, mais on va en faire quelque chose, on va réinventer complètement la société et on sera plus heureux parce qu'on va plus interagir, il y aura plus d'interaction. Mais d'ailleurs, moi bon, tu le sais peut-être pas, mais j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Insoutenable Paradis. Et pendant
des années, on va dire, pas beaucoup d'années, mais quelques années, j'ai parlé d'écologie aux entreprises. Et en fait, je me suis rendu compte que dès que tu parles d'écologie, ils te répondent économie. Dès que tu parles de décroissance, ils vont te répondre de croissance, etc., etc. Et en fait, pareil, pour rester sur cette réflexion de ligne de crête, en fait, pour moi, l'écologie, ou en tout cas aller dans le sens de l'écologie, de réduire son empreinte, ne devient qu'une conséquence de cette quête de ligne de crête. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est plus vraiment un objectif en tant que tel, c'est plus une des conséquences, c'est que oui, effectivement, pour devenir robuste, il va falloir moins utiliser de ressources parce que tu sais que ça va être fluctuant. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant de se dire ça comme ça, plutôt que de se Exactement. dire il faut réduire votre empreinte carbone. Et surtout qu'il y a énormément aujourd'hui les entreprises là où elles ont plus de mal, en particulier les petites qui représentent la majorité des entreprises, il y a énormément de législation aujourd'hui en Europe. C'est très difficile pour les entreprises de gérer cette législation. Ça demande de prendre des consultants à tour de bras. Donc, même la RSE ne devient qu'un centre de gestion finalement de la réponse Là, c'est une couche législative supplémentaire. aux normes. Euh, mais en réalité, si tu cherches à être robuste, tu vas le faire de manière fondamentalement naturelle. C'est juste que tu vas prendre un autre prisme pour le faire. Exactement. En fait, moi, ce que je dis souvent, c'est que la sobriété, qui est une valeur clé quand on fait de l'écologie, eh ben, ça marche pas. La nécessité de réduire, ça n'invite personne, ça crée pas du désir, la nécessité de réduire. Donc en fait, comment on fait? En fait, on est d'accord que c'est un très bel objectif. Il va falloir réduire. Ça, il y a pas de choix. Il va falloir atteindre cette sobriété. Mais atteindre la sobriété, ça veut pas dire qu'il faut passer par la sobriété. En fait, c'est la robustesse qui crée de la sobriété. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, quand on se pose la question de la robustesse de son entreprise, de son activité, et ben du coup, on fait des solutions qui sont ancrées dans son territoire local, et souvent d'ailleurs, c'est pas sobre au départ. Ça consomme plus de ressources. Si on fait des objets réparables, par exemple, ils vont consommer plus de ressources à l'instant T. C'est des objets plus lourds, plus gros, etc. Mais vu qu'ils sont réparables, ça génère de la sobriété. Et donc en fait, la sobriété, on s'en rend même pas compte en fait qu'on la génère parce qu'on a commencé par la robustesse. Et ça c'est stratégique en fait, la robustesse. C'est en fait, non seulement ça répond à une pulsion humaine profonde, mais ça génère de la sobriété sans qu'on s'en rende compte. Donc en fait, on a tout à y gagner. C'est hyper intéressant et je pense que pour les personnes qui nous écoutent, c'est un renversement de réflexion auquel ils n'ont pas nécessairement l'habitude. Tu prends l'exemple du canal de Suez et je pense que ça exprime bien justement cette idée, je trouve. Ouais, le canal de Suez, c'est l'exemple typique de quelque chose qu'on a construit pour optimiser le transport maritime international. Donc, c'est un exemple typique de performance à l'échelle c'est la mondialisation en Oui, bien construction, sûr. quelque part. Et en fait, c'est un point de fragilité maintenant. C'est qu'il suffit qu'il y ait un bateau en travers et 12% du trafic maritime international est bloqué. Et en fait, donc il y a des entreprises qui ont mis des mois à s'en remettre, alors que c'était juste quelques jours. Enfin, c'était pas bloqué très longtemps. Mais sauf qu'on est devenu tellement dépendant de ce flux de ressources parce qu'on s'est habitué à ce niveau de performance que quand il se bloque, alors là, c'est dramatique. Donc là, il y a le canal de Suez, mais il y en a plein d'autres. Cet été, on a eu CrowdStrike, la panne informatique mondiale. C'est pareil, c'est du canal de Suez algorithmique finalement. C'est une entreprise de cybersécurité qui a un monopole. Le jour où elle plante une mise à jour, tout le monde est planté. Enfin, tous les systèmes Windows sont plantés, quoi. Donc, en fait, on le voit bien, le monde performant est très fragile. Et ça se voit. Mais alors, pour une entreprise, ça voudrait dire quoi d'être robuste? Pardon, je t'ai déjà posé la question et j'y reviens, Non, mais mais bien parce sûr. que on va pas revenir au papier, crayon. Alors, la CIA et le FSB le font. Ils communiquent en papier maintenant, en plus du numérique. Parce qu'ils se rendent bien compte que la communication numérique est extrêmement fragile. Et notamment, en fait, si on veut vraiment faire passer une information de façon sûre, le papier, c'est beaucoup plus sûr que le numérique, quoi. Alors, je dis pas que c'est un modèle, qu'on va pas revenir au papier, mais par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'on va diversifier. Donc les entreprises, et ça c'est un grand classique, dans un monde fluctuant, on diversifie. Donc ça veut dire qu'une entreprise qui ne fait qu'un seul objet avec un seul process, avec un seul type de compétences, c'est très fragile. Forcément, les entreprises vont devenir polyvalentes. Il va falloir, si on vend des biens, il faut aussi faire le service de formation qui va avec, le service de réparation qui va avec, et puis peut-être d'autres activités, peut-être créer des événements culturels autour de ce bien. On peut imaginer des tas de trucs. En fait, c'est ça qui est génial avec la robustesse, c'est que c'est beaucoup plus joyeux. Avant, on se canalisait, comme le canal de Suez, mais pour tout, quoi. On était un spécialiste et on était le meilleur spécialiste du truc Z, quoi. Alors qu'en fait, non, c'est pas ça la robustesse. Alors, si je reprends tes conseils, entre guillemets, en tout cas, la manière dont toi tu vois les choses, c'est de passer de la sobriété à la robustesse et de passer aussi du développement durable à la robustesse.
d'une certaine manière. Donc, d'abandonner cette idée de sobriété, d'abandonner cette idée de développement durable. La sobriété, on la garde comme un objectif. Oui, bien sûr. Non, c'est c'est un plus produit, quoi, hein, un objectif ou une conséquence finalement de la robustesse. mais pour la Euh, stratégie, c'est la robustesse d'abord. Ouais. Tu parles aussi de la diversification. Donc, c'est typiquement, quand tu parlais du fait d'écrire en papier et en numérique, mais tu as pris deux exemples pour l'avion, par exemple, avec 3 systèmes de copilote différents, etc., etc. Donc, ça, c'est robuste. Tu parles de coopérer et pas de collaborer, donc avec une grosse différence. Tu parles d'économie circulaire, donc de réfléchir à l'économie circulaire pour faire en sorte que les produits soient robustes et que toi-même tu sois robuste, donc de limiter aussi sans doute d'où viennent les produits tout simplement pour que ça soit plutôt à côté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que les entreprises peuvent apprendre et qui peuvent être utiles pour elles si elles veulent se dire bah ouais mais en fait ah oui, tu disais aussi les collaborateurs qui sont moins pas du coup pas les collaborateurs mais on va dire les employés qui sont moins performants, de s'appuyer sur eux et de réfléchir de réfléchir aussi dans l'entreprise à tous les endroits qui sont pas très performants et voir comment ils ajoutent de la valeur à l'entreprise. Donc voilà, j'ai cité je pense tout ce que tu nous as dit jusqu'à présent. Ouais, alors je peux rajouter une petite chose Ouais. qui vont parler avec notamment avec l'économie circulaire. C'est un truc à faire aussi, c'est la cartographie du territoire. C'est qu'en fait, si on fait de la robustesse pour une entreprise, il y a forcément un ancrage fort dans le territoire. Ouais. Donc, ça veut dire que dans une entreprise, il faut voir ses liens à son territoire pour son eau, pour son énergie, pour son électricité, pour ses fournitures, pour son papier, pour tout, quoi. Même pour quand on fait une recherche Google, quel data center va être utilisé, quoi. Ouais. Et si c'est vraiment nécessaire à l'activité, il faut imaginer que peut-être qu'après les élections américaines, on n'aura plus accès à ces data centers aux États-Unis. Donc, comment on fait pour faire ça? Donc en fait, c'est une cartographie du territoire et en fait, on se rend compte que c'est pas de la relocalisation idéologique, c'est de la relocalisation pragmatique. Si on veut être robuste, il faut tout en doublon, c'est-à-dire à la fois des ressources locales en autonomie et des ressources distantes en doublon. Mais par contre, il ne faut surtout pas dépendre d'un microprocesseur fabriqué à Taïwan. Ça, c'est hyper fragile. D'ailleurs, j'ai reçu Maxime Blondeau, tu sais, sur cette question de cartographie, donc très 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 clair. Si ça vous intéresse, je connais plus le numéro de l'épisode, mais si vous cherchez dans Ping Maxime Blondeau, vous allez le retrouver. Est-ce que tu peux nous parler du paradoxe de Jevons et de la loi de Goodhart, tant qu'on y est? Allez, la totale. En fait, tout ça, c'est des lois en fait qui permettent de comprendre en quoi la performance pose problème. Donc le paradoxe de Jevons, c'est aussi ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est en gros quand c'est quand on met la sobriété d'abord. Voilà. C'est quand on veut faire des frigos qui sont moins énergivores, donc on consomme moins de ressources, moins de métaux, etc. Ce qui se passe, c'est qu'ils deviennent moins chers, plus attractifs, et du coup, on les multiplie, on les fait grossir, et du coup, ça consomme plus de ressources à la fin. Et cet effet rebond, il n'est pas du tout marginal. En fait, il est partout, partout, partout. La multiplication des écrans plats, voilà, c'est un exemple. La lessive concentrée, on utilise beaucoup plus de principes actifs par lessive maintenant. Enfin, c'est le pot de Nutella familial qui fait qu'on surconsomme du Nutella alors qu'on était censé faire une économie au départ. Enfin, c'est vraiment, mais il y en a partout, partout. Le surtourisme, qui a un effet rebond sur l'effet rebond du kérosène dans les avions. Enfin, c'est vraiment, il y en a partout, partout. On est dans le monde de l'effet rebond, mais c'est très normal. C'est le culte de la performance crée ça. Donc en fait, on fait de la sobriété, on pense faire de la sobriété, et en fait, on fait de l'ébriété. C'est ça qui se passe. Donc c'est ça le paradoxe de Jevons. Donc lui, c'était pour le charbon à l'époque, 19e siècle. Donc on le connaît depuis très longtemps, cette histoire. On l'a jamais pris au sérieux en fait. Et donc la loi de Goodhart, donc c'est un peu dans le même style, c'est la loi de Goodhart, elle dit que quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Ça veut dire que quand on met un indicateur de performance, c'est toxique. Dans un monde, dans le culte de la performance, en fait, et avec nos cerveaux humains un petit peu, on n'est pas très malin, quoi. Dès qu'on met un indicateur de performance, on ne voit plus que cet indicateur-là et on oublie tout le reste. Donc c'est le sport de compétition. Les athlètes qui vont vraiment se faire très très mal, c'est-à-dire qu'ils sont en train de s'user leurs os, leurs muscles, etc. pour avoir la meilleure médaille. Les KPI dans l'entreprise, on va oublier les extras financiers, on va surtout regarder le financier, quoi. Et donc on plante son entreprise, évidemment. Le bachotage pour les étudiants. Enfin, il y en a vraiment plein là aussi. La loi de Goodhart, elle est partout. Comment une entreprise elle peut aller dans le sens de la robustesse dans un monde qui est hyper performant? Alors, la première chose à faire, c'est réaliste. Tous les audits internes de cartographie de territoire et tout ça, une chose à faire, c'est, en tout cas qui est indispensable à mon avis, c'est au moins de mettre un pied
dans la robustesse. Donc, par exemple, une entreprise qui vendrait des biens, une idée, par exemple, c'est de construire un petit atelier de réparation de ce bien. Donc, ça va pas coûter grand-chose pour le chiffre d'affaires, hein, c'est peut-être 1% du chiffre d'affaires. Mais par contre, il faut le faire tout de suite pour que ça puisse monter en échelle. Hein. Donc, c'est pas un petit atelier projet pilote qui va jamais donner grand-chose. Il faut considérer que ce 1% du chiffre d'affaires, ça peut devenir 99% du chiffre d'affaires un an plus tard. Donc typiquement, hein, si mes biens dépendent de mes biens de consommation, ce que je produise, il y a une pièce qui vient de Chine, et si la Chine envahit Taïwan, donc je ne peux plus importer ce bien, il va bien falloir que je répare tous les objets que j'ai vendus et que je vais vendre. Donc cet atelier de réparation qui était 1% de mon chiffre d'affaires, ce sera peut-être 60% de mon chiffre d'affaires. Donc, mais sauf que si on l'a pas construit avant, on va pas trouver les compétences tout de suite. En plus, dans une période de crise, c'est trop tard, quoi. En fait, on peut pas basculer de la performance à la robustesse si on est à 15 jours de la cessation de paiement. C'est trop tard. Donc c'est maintenant qu'il faut basculer. Alors quand j'y basculer, c'est mettre un pied dedans. C'est la fameuse phrase. On répare son toit quand il fait beau. C'est maintenant. Voilà. Et la prochaine crise arrive. Donc c'est maintenant qu'il faut mettre un pied dans la robustesse. Les plus performants vont sauter. Et pour la petite histoire, on est à la veille du résultat des élections américaines. Donc, je ne sais pas quand l'épisode sera diffusé, mais en tout cas là, on est juste à la veille des élections américaines. Donc évidemment, en plein dans cette réflexion d'instabilité très forte. On ne sait pas du tout ce qui va se passer demain, mais voilà. En quoi les soucis de... Ah non, avant de te poser cette question de soucis de santé mentale, je voulais te parler d'adaptabilité. En fait, j'ai fait une interview avec un professeur à l'université de Wharton qui s'appelle Stu Friedman, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Total Leadership, que je viens de diffuser aujourd'hui d'ailleurs. Et lui, il dit finalement, quand je pose la question de la plus grande qualité qu'un leader doit avoir aujourd'hui, la réponse c'est l'adaptabilité. Et tu parles d'adaptabilité dans ton livre et tu la différencies, alors attends, que je me trompe pas, avec le fait de s'adapter. Oui. C'est quoi la différence entre le fait de s'adapter et l'adaptabilité ? C'est pas très clair. En fait, c'est le contraire. Quand on s'adapte, on a compris que le monde avait changé. Et du coup, avant, on était enferré dans une voie étroite mortifère, et on se rend compte que le monde a changé, donc on change de voie. Donc ça veut dire qu'on va mettre des moyens, des personnes, du temps pour construire une nouvelle voie. Quand on fait ça, en fait, on s'enferre dans une autre voie étroite. Et quand le monde change tout le temps, en fait, ça sert à rien, en fait. Donc il faut surtout pas s'adapter dans un monde fluctuant. Il faut être adaptable. Être adaptable, ça veut dire qu'au lieu d'investir tout son argent, tout son temps dans une autre voie, en fait, on diversifie. Donc, on explore des tas de voies différentes, on expérimente, on explore, et donc ça veut dire que c'est là où en fait on perd en performance. Parce que c'est ce que j'allais dire. Forcément, on est hyper on fait plein de choses différentes. Mais c'est l'entreprise qui vend des biens, qui fait de la formation, qui fait de la réparation. C'est ça, par exemple. Ça, c'est être adaptable. Mais par exemple, c'est étonnant parce que, par exemple, pour un biologiste comme toi, t'es adaptable. C'est-à-dire qu'en fait, t'es hyper spécialisé sur un domaine. T'es pas dans l'adaptabilité. Si je me trompe pas. Parce que j'essaye aussi de réfléchir aux personnes qui sont indépendantes, qui nous écoutent, qui se disent, moi, je suis, j'en sais rien, spécialiste de la stratégie marketing pour les boîtes dans l'agroalimentaire. Je dis n'importe quoi. Ça veut dire quoi pour moi l'adaptabilité, quoi? Et donc je réfléchis pour toi en tant que biologiste, je me dis ça veut dire quoi l'adaptabilité pour un biologiste? C'est là que c'est ça. Alors quand on est chercheur, en gros, on sait presque tout sur presque rien. C'est ça un chercheur. Finalement, il creuse son sillon et il va très très loin. C'est le thésard, etc. Enfin, des gens qui vont très très loin, mais sur un tout petit sujet. Donc ça, c'est de l'adaptation. Ça, c'est vraiment s'enferrer dans une voie très étroite et creuser son sillon, quoi. Mais en fait, on est tous des êtres humains, on est tous des citoyens, et donc en fait, on a aussi une partie qui est très horizontale où on est capable de mettre en résonance des tas de choses différentes. Et en fait, quand on fait de la recherche, on fait ça aussi. En fait, on va chercher des tas d'informations ailleurs, dans d'autres disciplines, en physique, en philosophie, etc. Et en fait, quand je vous parle de robustesse, là, je mobilise mon sujet de recherche hyper pointu, mais aussi des tas de savoirs très horizontaux. Et donc ça, c'est plutôt de l'adaptabilité. Et donc quelqu'un qui serait un spécialiste du marketing dans une voie hyper étroite, c'est peut-être quelqu'un qui est très bon en jazz, c'est peut-être quelqu'un qui fait bien de la cuisine, qui a plein d'autres talents. En fait, on est tous quelque part, on est tous des personnes génériques dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on peut faire des tas de on est un peu tous des couteaux suisses, quoi. C'est ça, en fait, le monde de l'adaptabilité, c'est ça. C'est en fait ne plus se dire que, en fait, quand quelqu'un vous pose la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, moi, je vais pas répondre, je suis chercheur, je suis biologiste. Je vais répondre, je respire, je mange, je suis en train d'écouter un podcast, je suis en train de discuter avec Greg. C'est ça, en fait. Et quand on a compris ça, là, on est vivant.
Parce que c'est ça, être vivant, hein. C'est pas se réduire à une machine qui produit un objet, une fonction, quoi. C'est marrant parce que j'ai fait un post LinkedIn, alors, je sais pas, il y a quelques semaines, quelques mois, où je disais que ma plus grande force, c'était d'être un généraliste. Parce que ça exprime un petit peu ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ma plus grosse force, c'est que, alors moi, à la différence d'un chercheur, je connais un peu tout sur beaucoup de choses, mais pas vraiment en profondeur. Donc, je peux te parler de plein de trucs, mais je suis pas Mais en fait, chercheur. on a besoin de tout, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments dans nos vies où on a besoin d'être spécialiste sur un sujet, quoi. Mm. Mais par contre, dans la vie de tous les jours, on est plutôt des généralistes. Mm. En fait, si on part en vacances, d'être un spécialiste marketing, ça va peut-être pas nous servir à grand-chose, quoi. Mais par contre, on sait comment aller dans un hôtel, réserver un train ou je sais pas quoi. On sait faire Ça d'autres fait choses. penser à tous ces films, tu sais, dystopiques, où d'un coup, il n'y a plus d'électricité. Et bon, bah, les gens qui faisaient de la stratégie marketing, les gens qui faisaient de l'informatique, ils sont quand même beaucoup moins utiles que, Oui. que les gens Alors, qui... bien sûr, mais alors dans ces films-là, en fait, c'est ça ça révèle aussi des choses. C'est qu'en fait, ça fait l'hypothèse que ces gens-là sont incapables de se réinventer, hein. Ouais, c'est vrai. Alors qu'en fait, on s'est plaqué. En fait, ça, c'est quand on est encore scotché dans le cul de la performance, finalement. En fait, quand on a compris qu'en fait, on est des êtres humains, on est des êtres vivants, ces gens-là, ils vont se réinventer, hein. Ils vont faire d'autres choses, quoi. Mais ça va peut-être être plus difficile. Ça, je comprends le truc, hein. C'est qu'en fait, si on est vraiment hyper spécialiste en physique nucléaire et que, voilà, on abandonne du jour au lendemain, il va falloir réfléchir, quoi. Mais on y arrive tous, hein. C'est pas. Et en Non. plus, pardon. Vas-y, je t'en prie. Je voulais juste dire qu'en fait, on le fait tous les jours, ça. C'est cette fameuse idée de la vulnérabilité, quoi, hein, de dire qu'en fait, par exemple, on dit les vulnérables, c'est qui? Alors souvent, on pense aux personnes âgées, aux personnes malades. En fait, on est tous les jours vulnérables à un moment de la journée. Quand on traverse la rue, il y a quelqu'un qui peut nous rouler dessus, quoi. En fait, on est tout le temps en état de vulnérabilité. Et en fait, ça permet de se rendre compte qu'en fait, ça ouvre le champ des possibles, quoi. Donc la question de la robustesse, finalement, elle est très liée à la vulnérabilité, en fait, hein. Quand on est vulnérable, en fait, on comprend qu'on peut prendre d'autres chemins, quoi, qu'on est adaptable, en fait. Et ça, c'est quand même plus joyeux, quoi. Ah, c'est hyper intéressant. Tu parles à un moment de santé mentale, tu parles, pardon, à un moment donné de santé mentale. En quoi la santé mentale, les soucis de santé mentaux peuvent être un pas vers la robustesse? J'ai du mal à saisir. Alors, je vais faire par l'absurde. C'est dans le monde de la performance, dans le culte de la performance, dans le monde de la croissance. Maintenant, c'est établi, hein. Il y a un rapport de Olivier de Scutter là, qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, là, qui démontre que aujourd'hui, dans le monde de la croissance, où finalement on a beaucoup de travailleurs pauvres, les travailleurs pauvres ont une moins bonne santé mentale que les gens au chômage. Donc en fait, il faut mieux être au chômage pour sa santé mentale. Donc on est dans ce monde-là. Donc là, quand je dis que la performance devient contre-productive, là c'est un exemple évident, quoi. Donc en fait, on est dans ce monde-là. Donc du coup, quand on fait de la robustesse, en fait c'est très rassurant, c'est très sécurisant. Parce qu'en fait, on sait qu'on a plein de cordes à son arc. Par exemple, pour les jeunes, hein, c'est souvent le mouvement des slashers, par exemple, le slashing, hein. En fait, si on a deux postes dans deux boîtes différentes, deux CDD dans deux boîtes différentes, c'est très rassurant parce qu'on sait qu'il y en a une. Si on a une des deux qui se plante, on a la deuxième. En plus, on acquiert des compétences dans les deux boîtes, donc en fait, on a le couteau suisse qui est un peu stimulé. On a des groupes d'amis un peu différents. Enfin, je veux dire, c'est plus sympa en fait. Quand on est hyper spécialisé avec une fonction, c'est hyper stressant, quoi. C'est hyper stressant. Et pourtant, les gens aiment bien nous mettre dans des boîtes. C'est-à-dire que quand on te présente, t'as pas envie de dire, t'as envie qu'on te dise, eh ben moi je suis ça. Et voilà. Et moi si je te dis, ben moi tu vois, en fait, je fais des podcasts, je fais du conseil, je fais des conférences, je fais des workshops, j'ai écrit un bouquin, voilà, je fais plein de choses. Et puis par ailleurs, je parle de plein de sujets différents. Du coup, les gens ne savent plus très bien ce que tu fais, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, en ce qui me concerne, les gens ne savent plus très bien ce que je fais. Bah, oui, ok, mais alors du coup, mais alors tu fais quoi? Et d'ailleurs, j'utilise parfois en fonction des gens avec qui je discute, des manières de me présenter différentes. Ouais. Donc, parfois je dis, voilà, je suis podcasteur. Parfois je dis, ben moi, mon but dans la vie, c'est d'aider les gens à être un peu plus serein dans cette société qui est très complexe. Parfois je dis, ben moi, je suis spécialiste du leadership, etc. Enfin, tu vois, j'ai plein de manières de me présenter parce que les gens aiment bien quand même pouvoir te mettre dans une case. Ouais, mais c'est une construction. C'est qu'en fait, il faut réaliser que ça n'a pas tout le temps été comme ça, quoi. Quand on était un paysan au XVIIIe siècle, on faisait des tas de choses, quoi. On n'était pas un paysan. On était un potier, on savait faire des tas d'autres choses. En fait, c'est vraiment le monde de la performance qui nous a poussé à ressembler à des machines qui font une seule chose. Le taylorisme, c'est l'exemple ultime, quoi. On fait même une sous-fonction d'une fonction. Comment tu peux considérer que ça, parce que les gens qui nous écoutent peuvent se dire ça, que c'est pas un retour en arrière, mais que c'est une marche en avant?
Alors oui, en effet, c'est une marche en avant. De toute façon, on ne revient jamais en arrière, hein. C'est une spirale, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on va apprendre de certaines choses du passé. Il y a certainement des choses qu'on va remobiliser, hein. Le tout réparable, par exemple, ça, on va le remobiliser du passé, Mmh. hein. Mais par contre, on a beaucoup appris. Donc le monde de la performance, ça n'a pas été on n'a pas tout gâché, hein. On a appris plein de choses, hein. Enfin, ça allait très vite même. Donc on a appris beaucoup de choses. Et en fait, on va remobiliser tout ce qu'on a appris du monde de la performance, mais on va aussi remobiliser peut-être des savoirs plus anciens, les constructions en terre crue, tout ça là. Et en fait, c'est ça qui est génial dans le monde de la robustesse, c'est qu'en fait, on va tout garder. On va garder tout ce qui est robuste. Par contre, tout ce qui est performant, ça on vire, hein. C'est parce que ça n'a plus de sens, quoi. C'est quoi un habitat ou une voiture qui est robuste? Alors une voiture robuste, justement, j'ai discuté avec Gabriel Leplaça de l'ADEME là, qui a un super projet sur les véhicules intermédiaires pour le monde rural. Donc un véhicule robuste, enfin C'est une un vélo. voiture robuste, en fait c'est un truc entre un vélo et une voiture. En fait, c'est quelque chose qui est léger, partagé et réparable. Démontable, produit localement. Donc en fait, Comme ça des chevaux. ressemble un peu à un rickshaw, quoi. Voilà, c'est quasiment ça. Mais c'est entièrement réparable, c'est interopérable. C'est-à-dire que le garagiste, il est capable de réparer tous les véhicules. Là, c'est des pièces qui peuvent s'emboîter, se déboîter. Enfin, c'est un peu du kit, quoi, qu'on peut réparer, consomme beaucoup moins d'énergie qu'une voiture, hein, évidemment, parce que c'est beaucoup plus léger. Ça permet de vivre dans tous les terrains. On peut changer le moteur si d'un seul coup il y a besoin d'une côte ou il y a une inondation. Enfin, c'est beaucoup plus adaptable. On peut jouer avec. Ça peut être un objet d'éducation, comment construire une voiture. Ça peut être même une salle de gym. C'est-à-dire qu'on peut pédaler sur son vélo sans rouler parce que ça va recharger la batterie. Enfin, c'est beaucoup plus polyvalent. C'est ça la voiture du futur. En fait, alors, je parle dans le monde rural. Hein, c'est ça. En ville, bon, il y a quand même les transports en commun. Enfin, je l'ai pas dit, mais ça c'était Bien une sûr, bien évidence, sûr. hein, évidemment. Mais si on reste sur la voiture, c'est les voitures partagées, quoi, hein. C'est Mmh. Cities, le covoiturage, le Blablacar. En fait, la Tesla, 2 tonnes, 240 kilos de cuivre, une batterie soudée au châssis, impossible à changer. Ça, c'est le monde du passé, hein. Mmh. C'est complètement à côté de la plaque. Il faut bien savoir qu'une Tesla, s'il y a de l'eau qui touche le châssis, on ne peut pas réparer cette voiture. Elle part à la casse. Mmh. D'ailleurs, j'ai un oncle qui est assureur et qui me disait, en fait, le truc qu'on ne dit pas sur les voitures électriques, c'est que s'il y a un gros accident, dans la majorité des cas, elles partent à la casse parce qu'on ne sait pas les réparer. Ouais. Mais c'est souvent parce que la batterie est scotchée, enfin, est soudée au châssis. Mmh. Si on a des systèmes où on peut enlever la batterie, alors là, d'un seul coup, il n'y a pas de problème. On a vu à Valence, là, hein, les grandes inondations, on voit des montagnes de voitures, hein, qui sont en effet totalement irréparables. Si c'est des véhicules intermédiaires, on récupère tout, hein. Et on va reconstruire des voitures avec ça. En fait, c'est quand on se pose la question du monde fluctuant, évidemment qu'on fait d'autres choix. Et ce qui est assez joyeux aussi là, c'est qu'en fait, quand on regarde l'évolution des mentalités, le statut social associé à la voiture a quand même bien changé, hein. Dans les années 80, avoir sa voiture, hein, pour un jeune, hein, c'était sa liberté. Bon, bah aujourd'hui, c'est une charge, hein, c'est une contrainte. Mmh. Ça Mmh. coûte très cher. Il faut un parking, le logement, il faut que ça suive, etc. Bah, L'assurance, c'est ça. ouais, l'assurance, exactement. Donc en fait, on y va dans ce monde-là. Alors, il est déjà là, en fait. Comment on fait pour innover contre la performance? Alors, oui, c'est ça. En fait, alors l'innovation, souvent, on l'a associée avec la concurrence et la performance. Donc ça, c'est la théorie de l'efficacité X de Harvey Labenstein, hein, qui parlait de ça. Il disait que pour innover, en fait, c'est la concurrence qui pousse à innover. Alors ça, c'est vrai si le monde est stable. C'est toujours pareil, hein, ça ne marche que si le monde est stable. Dans un Mmh. monde instable, le stimulant de l'innovation, c'est le monde fluctuant. Et donc, c'est ce qu'on voit. Le projet de l'ADEME, là, sur les véhicules intermédiaires, c'est typiquement de l'innovation qui est le produit d'une réponse au monde fluctuant. C'est pas la concurrence. D'ailleurs, Ouais. ce truc-là, c'est en mode complètement à l'envers. Il n'y a pas d'appel à projet, c'est un appel à commun. Ils sont tous en coopération. Tout est en open source. Donc, c'est tout le contraire. Et c'est ça qui stimule l'innovation. Parce que c'est du commun, parce que c'est du coopératif. Et ça va beaucoup plus loin dans l'innovation. En fait, l'innovation dans le monde stable concurrentiel, c'est de l'innovation hyper canalisée, Mmh. où tout le monde se protège, etc. Donc en fait, c'est très lent et c'est très bourrin, quoi. On utilise beaucoup d'énergie pour se cacher, alors qu'en fait, on pourrait coopérer et ça irait beaucoup plus vite, quoi. J'ai pris cette phrase dans ton livre qui est l'avenir n'est pas à la décarbonation, mais à la recarbonation. Mm. Ce qui peut sembler complètement Oui. contre-intuitif. Tu peux nous expliquer? Bien sûr, alors ça va retourner sur l'économie circulaire. En fait, quand on est sérieux sur l'économie circulaire, eh ben, en fait, c'est une bioéconomie circulaire.
C'est qu'en fait, si on fait de l'économie circulaire en restant sur le pétrole et les métaux, finalement, on va continuer à polluer, quoi, hein, différemment. Enfin, si on passe de la voiture thermique à la voiture électrique, et puis bon, alors, on peut recycler des voitures, des batteries au lithium, hein, ça c'est très bien, hein, c'est l'économie circulaire. Bon, voilà. Mais par contre, il faut plus en extraire du lithium, hein, d'accord. Donc ça, c'est l'économie circulaire. Mais en fait, ce qui va encore plus loin, c'est de remplacer des batteries au lithium par des batteries à la lignine, par exemple. La lignine, hein, c'est une molécule du bois. Donc en fait, quand on prend une bûche de bois, on peut extraire la cellulose pour faire du papier. Et en général, le reste, on le jette, quoi. Mais dans ce reste, il y a de la lignine, et avec des fils de lignine, on peut stocker de l'électricité. Et là, ça devient une batterie produite localement, entièrement biodégradable. C'est ça, le monde recarboné. En fait, c'est réaliser qu'il faut surtout pas décarboner l'économie, il faut décombustionner l'économie. Il faut arrêter de brûler du carbone. Mais par contre, il faut recarboner l'économie, parce que le carbone, c'est l'atome clé de la vie. Toute la vie est circulaire grâce au carbone. C'est l'atome magique, quoi. C'est ça qui permet à tout recycler. Donc en fait, les véhicules intermédiaires, je vais prendre encore cet exemple-là, on peut faire des voitures en bambou, quoi, avec des carrosseries en bambou, avec du textile pour les parois, quoi. Et c'est ce qui se fait, hein, d'ailleurs. Hein, il y a 50 prototypes, hein, donc c'est pour dire qu'il y en a pas mal. Elles vont moins vite, par définition. Alors, elles vont moins vite, bien sûr, c'est du 25 à 40 km/h. Hein. Oui, elles sont moins performantes. Voilà, exactement. Mais c'est pour le monde rural et c'est pour les déplacements locaux. Donc, en fait, on n'a pas besoin. Hein, c'est pour être dans un village, on n'a pas tellement besoin d'aller plus vite que ça, quoi. Donc, c'est juste une autre façon de voir les choses. Nos voitures hyper performantes qui vont jusqu'à 250 km/h pour certaines, à quoi ça sert? À quoi ça sert? En fait, c'est... oui, c'est ça, surtout, ouais. On va passer de l'ego à l'éco, en fait. Comment on fait pour construire de la robustesse sociale dans une société? Alors la robustesse sociale, c'est pareil, c'est toujours pareil, c'est contre la performance. Donc c'est typiquement en fait, on a plein d'exemples actuellement là de robustesse sociale qui s'effrite parce que on devient trop performant. L'exemple typique, hein, c'est le 49.3 à l'Assemblée. Donc le 49.3, c'est pour faire de la performance démocratique, enfin soi-disant démocratique. En fait, on contourne le Parlement. Du coup, elle n'est pas démocratique. Voilà, exactement. En fait, c'est contre. Et donc la performance, c'est toujours une forme de violence. Hein. Et donc en fait là, cette stratégie, cette non-retenue institutionnelle fait qu'en fait, ça fragilise la démocratie. Donc, pour faire de la robustesse, si on veut être plus positif, la robustesse sociale, en fait, elle passe par beaucoup de contradictions internes, par du désaccord fécond. Hein, ça, c'est ce que Patrick Vivray dirait, quoi. En fait, c'est dire que dans un débat, il faut qu'il y ait un débat contradictoire, il faut que tout soit mis sur la table, qu'on en discute ensemble et qu'on trouve des coalitions, etc. C'est beaucoup plus, c'est plus compliqué, ça prend plus de temps, c'est moins performant. Hein, c'est pas du 49.3, hein, c'est vraiment le contraire. Mais par contre, ça, c'est robuste parce qu'une fois qu'on a traversé ces épreuves ensemble, ce qui reste, voilà, ça c'est du sens commun, si on veut. C'est pas du consensus rapide, c'est du sens commun, quoi. Ça va durer. Un exemple de pratique, hein, c'est la Convention citoyenne. La Convention citoyenne, c'est une pratique, pour celle du climat, hein, par exemple, on avait pris 150 citoyens, tirés au sort, hein, aléatoire, hein, donc il n'y a pas de performance là-dedans. Dedans, il y a des climato-sceptiques, hein, donc c'est même incohérent, hein, parce qu'ils vont travailler sur le climat et certains sont climato-sceptiques. Mais qu'est-ce que ça produit? 149 propositions plus ambitieuses que ce qu'auraient fait les députés, plus légitimes que ce qu'auraient fait des experts, et approuvé à 96% par les 150 citoyens. Ça, c'est typiquement de la robustesse sociale, quoi. Pas mis en place, mais oui. Voilà, c'est là où on voit qu'on est encore dans le cul de la performance, parce qu'en effet, il y a eu des choix après. Et c'est vrai que tu parles beaucoup d'inversion dans ton livre, en particulier à la fin. Tu peux nous expliquer toutes les inversions que tu fais? Enfin, tu nous en as parlé de quelques-unes déjà, mais c'est vrai que tu fais beaucoup d'inversions dans le livre, et c'est vachement intéressant parce que c'est complètement, et c'est le but, contre-intuitif. Oui, bien sûr. Alors en fait, c'est quand on bascule de la performance à la robustesse, en fait, c'est ce que je disais au tout début, c'est un changement culturel. En fait, c'est ça qu'il faut bien réaliser, c'est que notre époque demande un changement culturel, bien avant un changement technique. Hein. Et donc, c'est une inversion. En fait, c'est de sortir du catéchisme performant. En fait, ça nous oblige à inverser beaucoup de choses. Donc, par exemple, pour l'agriculture, avant, on exploitait les écosystèmes pour augmenter la production. Aujourd'hui, les paysans, ils veulent plus avoir la meilleure production, ils veulent avoir une stabilité de production. Et donc, en fait, ce qu'ils se demandent, c'est comment la production peut nourrir les écosystèmes. C'est l'inverse. Donc, un paysan qui fait de l'agroécologie, il fait pas que du rendement en grain, il maintient l'hygrométrie de ses sols, il maintient les insectes auxiliaires, etc., quoi. Donc, ça, c'est pour l'agriculture. Pour l'éducation, dans le monde de la performance, le but, c'était de dépasser les autres. C'est les concours aux grandes écoles, c'est les notes à l'école, etc. Dans le monde de la robustesse, c'est se dépasser grâce aux autres. Ça, c'est la coopération. Et donc, il y en a plein comme ça. Hein. En fait, c'est juste réaliser ça, quoi. Que, en fait, on est en train de basculer du monde de l'abondance matérielle vers le monde de l'abondance des interactions.
C'est ça qui se passe. Et c'est, encore une fois, beaucoup plus joyeux et ça inverse absolument tout. Et c'est marrant parce que quand tu t'intéresses à la théorie de la complexité d'Edgar Morin, lui te dit finalement, ce qui compte, c'est pas d'être expert dans chacun des éléments, c'est de comprendre les liens entre les éléments. Et donc toi, tu parles aussi d'interaction. Donc en fait, tu es aussi sur ce qu'on pourrait déterminer comme de l'invisible, les liens, les interactions, et qui sont en fait clés en réalité. Exactement. En fait, alors la robustesse, c'est une voie d'entrée dans la pensée systémique, hein, très clairement, hein, d'Edgar Morin, de Denis Meadows et compagnie. Hein. Enfin, en fait, quand on se pose la question de la robustesse, ça veut dire qu'en fait, on met les liens avant les éléments. En fait, la robustesse, c'est le produit des interactions. Et donc, dans le monde de la performance, c'est le contraire. Hein, le monde de la performance, c'est l'autoroute. Donc, on arrive très très vite à sa destination, mais on n'a rencontré absolument personne sur la route. Donc ça, c'est très performant, mais il n'y a aucune interaction, très fragile. Quand il y a plein d'interactions, en fait, c'est l'intérêt, c'est que s'il y en a une qui flanche, il y en a plein d'autres, quoi. Donc on peut se récupérer, quoi. Donc, alors dans les entreprises, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire plus de réunions? Parce qu'on parle beaucoup de la réunionite oui, aiguë, oui. des réunions qui Oui. servent à rien, etc. Ouais. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est, par exemple, ce que faisait le CEO de Best Buy, que j'ai reçu sur le podcast, donc c'est une boîte de 50 milliards de chiffre d'affaires, qui a mis l'humain au cœur et qui, par exemple, tous les trimestres, passait une demi-journée avec ses N-1 pour réfléchir à comment on pourrait mieux collaborer. Donc pas spécifiquement sur un sujet, mais comment on fait pour mieux collaborer ensemble. Alors en effet, c'est pas augmenter les réunions, hein, parce que quand on augmente les réunions, en fait, on est dans la performance administrative. Ouais. Qui existe aussi. Hein. C'est qu'en fait, on se rend bien compte qu'il y a un problème. Du coup, on fait des réunions. Parfois, on fait des réunions pour préparer des réunions. Hein. Donc là, en fait, on rajoute des couches. Et donc, en fait, on fait pas de la complexité. Là, on fait de la complication. La complication, hein, c'est quand on rajoute des couches. Et plus on en rajoute, plus c'est difficile d'enlever des couches. On peut plus soustraire au bout d'un moment. Et du coup, ça grippe tout le système. C'est le fameux millefeuille. Hein. Et en fait, à la fin, on ne peut plus enlever une feuille parce que tout tient grâce à cette avalanche administrative. Donc la CSRD avec ses 1500, c'est un peu pareil, quoi. En fait, alors la version robuste, hein, c'est pas ça. C'est plutôt d'avoir une raison d'être, hein, qui tient en 5 à 10 phrases, avec des grands principes très lâches, avec beaucoup de jeux. Et au niveau local, on peut adapter. On peut moduler, interpréter, quoi. Mais par contre, la raison d'être, elle est explicitée et tout le monde est d'accord, tout le monde la connaît parce qu'il y a que 10 phrases, donc on comprend, quoi. Tout le monde est au courant. Mais par contre, on peut la décliner localement bien différemment. Et donc en effet, c'est des réunions où si on doit faire des réunions, c'est plutôt des réunions de prospective finalement. C'est des réunions où on fait des stress tests, par exemple. Donc, en fait, c'est une réponse aux indicateurs de performance. Hein. Dans le monde de la performance, on adore les indicateurs de performance, hein, les KPI et tout ça. Par définition. Par définition. Dans le monde de la robustesse, on oublie un petit peu les indicateurs de performance, on fait plutôt des stress tests, des tests de robustesse. Et ça, c'est typiquement quelque chose qu'on peut faire en réunion. Donc, c'est des jeux où on dessine des scénarios et on se dit, là, aujourd'hui, le jeu qu'on fait, c'est l'année prochaine, le pétrole est 30% plus cher. Qu'est-ce que ça change à notre modèle économique et qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir encaisser ce choc-là dans l'entreprise. Donc en fait, si on fait le jeu sérieusement, on va augmenter les marges de manœuvre, hein, forcément, pour pouvoir encaisser ce choc, quoi. Et le jour où il y a une crise qui arrive, alors ce sera certainement pas les 30% en plus pour le pétrole, ce sera autre chose. Le Covid, par exemple. Voilà, le Covid, ça peut même être un virus informatique qui a éteint Internet pendant 6 mois, hein, ça peut être ça. Et si c'est ça qui se passe, vu qu'on aura augmenté les marges de manœuvre, on sera capable de passer cette crise-là, quoi. Et donc, c'est des réunions où, en fait, on n'est plus du tout dans le détail, la stratégie. On ne travaille pas sur les réponses, on travaille sur les questions. On questionne la question, quoi. Ce qui est c'est de la philosophie de managériale d'une certaine manière, parce que la philosophie, c'est le principe, c'est de poser des questions finalement. Ouais, exactement. En fait, c'est un truc, on en crève, hein, dans le monde de la performance, d'apporter des réponses. Hein. On apporte des magnifiques réponses à des très mauvaises questions. Hein. Voilà, aller sur Mars, voilà, une excellente réponse à une très mauvaise question, quoi. On ne pourra pas habiter sur Mars. Il faut quand même le dire. Hein. On ne sait pas faire d'agriculture circulaire, hein, sur Terre, hein, donc on ne pourra pas nourrir des cosmonautes. C'est une raison agricole, hein, qui fait que Mars, ça tient pas. Hein, si on peut être vraiment pragmatique. Et personne n'a envie de vivre là-bas. Enfin, je veux dire, pourquoi aller vivre sur une planète où il n'y a rien alors qu'on a tout. Voilà, c'est un projet de mort. Hein, c'est un projet de mort. Enfin, Aurélien Barraud le dit mieux que moi. Mais bon, donc ça c'est le monde de la performance. Et dans le monde de la robustesse, en fait, ensemble, on questionne les questions jusqu'à trouver une question robuste. C'est-à-dire que c'est une question, si on la pose à une ballerine, à un boulanger ou à un trader, ça sera toujours la même question. Donc, elle est stable malgré les fluctuations. Donc ça, c'est une question robuste. C'est celle-là à laquelle il faut répondre. Oui, mais par exemple, tu vois, si je fais l'avocat du diable, moi, j'ai tendance à dire que réduire l'empreinte carbone n'est pas la bonne question, ce que font la majorité des entreprises. Bien sûr. Mais si tu demandes à une ballerine, un plombier,
une femme de ménage, un chauffeur de bus, un cadre dirigeant, ils vont tous se dire, est-ce que c'est une bonne idée de réduire l'empreinte carbone? Bah oui, mais sauf que l'empreinte carbone, c'est une des conséquences du changement climatique, qui est lui-même une des crises qu'on est en train de traverser, mais qui est certainement pas la bonne. Donc en fait, le truc, c'est que la question à se poser, elle est au-dessus, elle est dans le système Ouais, de mais croyance. Et du coup, la vraie question robuste, elle est, OK, comment on fait pour changer le système de croyance? mais voilà, Est-ce que c'est de la science dure ou est-ce que c'est de la science molle, en l'occurrence? c'est un peu des deux. Mais en fait, si tu poses la question du bilan carbone à un boulanger, par exemple, le boulanger, il va peut-être te dire, ouais, ton bilan carbone là, t'es sûr parce que moi, cette année là, il y a eu moins de blé parce qu'il y a eu plein d'inondations. Moi, je cherche des variétés qui sont résistantes aux inondations ou peut-être résistantes à l'averse, par exemple, voilà, quand ça tombe, quand il pleut beaucoup, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, il va me falloir des variétés qui soient résistantes à ça. Mais en fait, cette petite discussion que tu as avec un boulanger, ça peut te dire, bah, en fait, mon truc, c'est peut-être pas le bilan carbone, mon sujet. C'est peut-être plutôt comment je fais pour faire de la robustesse territoriale. Et donc, en fait, c'est plutôt la biodiversité, dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Et en fait, et d'ailleurs, ça, c'est maintenant, on peut le dire, hein, ça sort de plus en plus, hein, cela dit. Hein, biodiversity is the new climate change, hein, grosso modo. Hein, c'est que pendant des Oui, on a dû années, passer. voilà, on s'est focalisé sur le climat. Alors, le climat, c'est le symptôme, hein. C'est le symptôme, c'est pas la cause. Donc c'est la biodiversité. En fait, notre performance fait une guerre à la vie, donc il faut d'abord adresser ça, quoi. Et c'est notre performance qui fait une guerre à la vie. Donc la biodiversité, c'est le premier levier. Mais je pense qu'en discutant, que ce soit avec un boulanger, une ballerine, on peut arriver à ce niveau-là. Hein. Oui, en fait, ça veut dire qu'il faut un niveau de connaissance, un petit peu comme la convention pour le climat, ce que tu disais. C'est-à-dire que si tu informes les gens de manière correcte, ils sont capables de prendre des décisions. Et d'ailleurs, j'ai fait un épisode sur un mot que tu connais peut-être, que tu connais peut-être pas, je sais pas, qui s'appelle l'otium. Donc, c'est écrit Faut me otium. rappeler par contre. Ouais. L'otium, c'est le loisir fécond. Et en fait, c'est censé être l'élément le plus important chez les Grecs et chez les Latins. L'élément le plus important qu'un être humain puisse faire. Et en fait, c'est un temps de contemplation, de réflexion. Et ce qui est intéressant, c'est que le négoce, donc le commerce, c'est le négocium, donc c'est l'inverse. Donc tout ce qui est lié au commerce, de la plateforme Instagram, en passant par Twitter, en passant par Uber et tout ce que tu veux, c'est l'inverse de l'osium. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que chez les Grecs, donc avant les Latins, osium c'était skol, donc l'origine de school, donc de l'école, et qu'en fait l'école, c'est censé être cet endroit où tu prends du temps pour réfléchir et pour penser. En fait, c'est devenu cette machine à t'optimiser à la performance pour le monde marchand. Et ce qui est intéressant, ce que les chercheurs disent sur l'osium, c'est que si on te prive d'osium, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de réflexion. Donc, en fait, il n'y a aucune capacité de décision. C'est impossible. Et en fait, plus on te prive de ta capacité de réflexion, moins tu as de temps pour réfléchir, moins tu as de temps pour prendre des décisions éclairées, et moins, d'ailleurs, tu as de temps pour sans doute avoir des dialogues, et tu es plus dans la binarité qu'on voit aujourd'hui, parce qu'en fait, les gens reprennent des petites phrases dans les deux sens, et en fait, ils se battent avec leurs petites phrases. Et du coup, c'est quasiment impossible d'avoir un dialogue construit sur n'importe quel sujet, que ce soit, j'en sais rien, l'immigration, le droit des femmes, je sais pas, enfin, ou sur le racisme, ou sur l'antisémitisme, ou sur Israël-Palestine, pour prendre un sujet d'actualité. On n'arrive plus à avoir de dialogue. T'as d'un côté des gens qui te disent les monstres, de l'autre côté, t'as les gens qui te disent les monstres. Bon, ben, du coup, il n'y a pas vraiment de Oui. dialogue. Alors, c'est exactement. C'est ce qui est dangereux dans notre époque, c'est qu'en fait, on rentre dans ce monde futur. Donc, c'est vraiment le dernier moment où il faut polariser. Il faudrait plutôt, au contraire, se rassembler. Et en plus, on est à un moment où le numérique commence à prendre une place très forte, qui, lui, est construit sur la performance et sur la polarisation. Hein. Les réseaux sociaux polarisent, etc. Et donc, en fait, on voit bien que la démocratie, encore une fois, l'élection américaine le démontre, mais alors, Oui. c'est très, très, très demain, clairement. mais Voilà, très mais clairement. c'est une dérive sectaire. Hein. C'est vraiment une dérive sectaire au premier degré, quoi. Et donc, ça, en fait, quand on ne réfléchit plus parce qu'on est obnubilé par une forme de performance, quelle qu'elle soit, donc c'est une dérive sectaire. Et en fait, en effet, on fragilise tout le système. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Hyper intéressant. Je pense que ça va donner énormément de grains à moudre pour les personnes qui nous ont suivis ou qui vont suivre cet épisode. Merci mille fois. Merci à Greg. vous d'avoir écouté cet épisode de Ping. C'est disponible toutes les 2 semaines. Donc, je vous donne rendez-vous pour un autre épisode si vous le souhaitez dans 2 semaines. Il y en a déjà une quarantaine qui sont disponibles sur la chaîne YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify. Donc, n'hésitez pas à aller écouter. Merci encore, Olivier. C'était passionnant. Merci à toi. Merci de ton accueil.